Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale République démocratique du Congo, avec un dossier du jour consacré au secteur agricole. Comment se porte-t-il? Élément de réponse au cours de cette émission. Au sommaire également, 22 septembre 1960, il y a 56 ans, le Mali accédait à la souveraineté internationale. Cette année, l'euphorie a laissé place au recueillement en hommage aux martyrs. Et puis c'est un scénario peu courant en île Maurice, la possibilité que sœur Anne-Raude Diogno quitte ses fonctions de Premier ministre pour laisser la place à son fils est à l'étude. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, monsieur Hamidine Kane. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Avec nous également nos éditorialistes, Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Gratien Rokindikiza. Bonsoir Gratien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. 22 septembre 1960, 22 septembre 2016. Le Mali a célébré ce jeudi le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, c'est la ville de Kati qui a abrité les festivités. Compte rendu dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Au Mali, le 22 septembre est célébrée l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale en 1960. Cette année, c'est à Kati, dans la région de Koulikoro, que la cérémonie marquant les 56 ans d'indépendance a été célébrée. Sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, cette cérémonie a eu pour cadre le camp militaire Sundiata Keïta, ponctué par un dépôt de gerbes et défilé militaire. La cérémonie dans la ville militaire de Kati, tout un symbole pour appeler à l'unité. Notre cohésion est plus que jamais demandée. Ibeka ne compte pas, le Mali compte. Monsieur le Président. Aucun de nous ne vaut le Mali. Je le dis et je le répète. Il faut que nos égotismes cessent. Une pension à ce pays-là, qui en a bien besoin. Et dans le monde d'aujourd'hui, regardons autour de nous. Partout, on appelle à l'unité, à la cohésion, face aux périls qui menacent le monde entier aujourd'hui. Le chef de l'État a voulu également, par ce symbole, soutenir la montée en puissance des forces armées maliennes qui sont devenues les cibles de nombreuses attaques terroristes. Face à ces attaques récurrentes, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta promet un soutien consistant à la Grande Muette pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, notre armée nationale paye le prix le plus cher face à ce ordre barbare dont ces hommes et ces femmes ont droit à tous les dégâts. Et nous ne ménageons aucun effort, aucun sacrifice nécessaire de trop pour les mettre à l'aise. Notons que la République du Mali, avec le Sénégal, avait dans le cadre de la Fédération du Mali proclamé l'indépendance le 4 avril 1960. Après la dislocation de la Fédération du Mali le 20 août 1960, Modibo Keïta proclame l'indépendance de la République du Mali le 22 septembre 1960. Djemal, en 56 années d'indépendance, quel bilan peut-on dresser des avancées ou non finalement du Mali? C'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Si on devait regarder en arrière par rapport à la situation du passé, il n'y a pas aucun doute, en tout cas à l'indépendance, j'entends, il n'y a aucun doute qu'il y ait une amélioration réelle. Il y a des écoles comme il n'y en avait pas, il y a des routes comme il n'y en avait pas, il y a une élite comme il n'y en avait pas. L'administration coloniale n'a pas laissé un pays développé, ni même en voie de développement. Il y a un pays qui a incontestablement des atouts réels depuis l'indépendance. Après, le revers de la médaille est tel que depuis le président, le grand homme Modibo Keïta, les années Moussa Traoré n'ont pas été les meilleures. La situation du Nord n'a jamais été réglée, les conflits internes ne le sont pas, la situation économique est chaotique. La situation actuelle ne l'est pas tout autant. Il a fallu l'intervention d'une armée étrangère pour libérer le nord du pays. Il faut toujours cette armée étrangère dans le cadre de l'opération Barkhane pour que le pays continue à être sécurisé dans là où il est. L'armée continue encore, et en dépit des avancées réelles, très sincèrement, depuis 2011, continue encore à avoir des besoins assez importants et assez criants. La force des Nations Unies continue à sécuriser le pays parce qu'au sens là, il ne se maintient pas. La situation économique est chaotique, l'aide internationale en a toujours besoin. Enfin, je peux continuer à dresser le bilan qui n'est pas extraordinaire. Cela dit, et pour autant, le Mali est un bijou d'intelligence, un bijou économique important. Il n'y a aucun doute que les Maliens vont se ressaisir et créer ce pays qui est extraordinaire. J'y ai personnellement un attachement réel parce que mes parents étaient maliens jusqu'aux années 40.
parce que j'appartiens à une région de Mauritanie qui était malienne. Et donc on a un rapport affectif au Mali qui est très fort. Et voilà, cela dit, le gros problème du Mali, c'est qu'on mette fin à la situation d'instabilité permanente. On ne peut pas couper ce pays de 60% de son territoire. L'indépendance du Nord est une chimère qui n'a aucun sens. Et donc, les populations du Nord du Mali n'ont de choix que de s'entendre avec leurs frères du Sud pour que le 50 ou 100e ou 110e anniversaire soit celui de la prospérité économique. Alors, Gratien, le principal problème du Mali à l'heure actuelle, c'est donc la sécurité. On assiste ces dernières semaines à une recrudescence d'attaques dans le nord, à Kidal notamment, mais aussi dans le centre, et ce malgré la signature d'un accord de paix. Comment expliquer cette situation finalement ? On peut l'expliquer parce que le grand problème du Mali, je dirais même depuis l'indépendance, le pays a connu deux problèmes, c'est la mauvaise gouvernance et l'insécurité. Le problème même des forces armées du Mali. Aujourd'hui, on explique la situation par une certaine désorganisation, je dirais, de l'armée. On voit bien ce qui se passe, on sait bien depuis la chute, disons le coup d'État avec le départ d'Amani Toumani Touré, qu'on appelle ATT, il y a eu une désorganisation au niveau de l'armée. Il y a les commandos, les bérets verts, les bérets rouges qui sont entretués. Et on sait bien que cette armée-là n'a pas pu avoir regagné, disons, redorer le blason, avoir retrouvé l'unité qu'elle avait avant. Aujourd'hui, on se retrouve l'armée malienne qui sous-traite la guerre au nord avec des milices. Et on a même des gens qui appartiennent à l'armée et en même temps qui appartiennent à une rébellion. On peut parler par exemple du général Gamou, qui est Touareg, qui est du Nord, qui est en même temps de l'armée, général de l'armée, et en même temps qui est responsable d'une partie d'une certaine rébellion. Donc on voit bien qu'il y a une désorganisation. Je dirais même que le pouvoir en place n'a pas vraiment bien organisé la sécurité du pays. On ne peut pas comprendre comment jusqu'à aujourd'hui, une région, on comprend au niveau politique qu'il peut y avoir des difficultés, mais qu'il y ait une insécurité, que l'armée n'arrive pas à régler certaines questions, notamment en faisant la refonte de cette armée. Pensez-vous justement que certains groupes armés, signataires de l'accord de paix, jouent finalement un double jeu ? Ce n'est pas seulement les groupes armés qui jouent le double jeu, je dirais même que du côté du pouvoir, il y a un double jeu. Donc ce qui fait que finalement c'est le jeu du poker menteur. Les uns mentent, les autres mentent. Donc, ce qui fait qu'on se demande vraiment quelle est la partie qui veut la paix au Mali, que ce soit au sud, au niveau du pouvoir, ou que ce soit au nord. Je pense que les uns les autres ne croient pas vraiment dans les accords qu'ils ont signés. Merci, Gratien. Dans l'actualité également, Pravin Jugno au poste de Premier ministre sans passer par des élections générales. Ce scénario semble envisageable à Maurice. Il faut dire que la Constitution s'y prête. Explication avec Fanny Mounéché. Pravin Jugno pourrait devenir Premier ministre avant la fin de l'année 2016. C'est en tout cas le scénario qui se profile à Maurice. Il succéderait ainsi à Sir Anerout Jugno, actuel chef du gouvernement. Âgé de 86 ans, son état de santé devrait l'amener à quitter ses fonctions avant la fin de son mandat. Anerout Jugno, qui n'est autre que le père de Pravin Jugno. Il y a un effet dynastie. La politique à Maurice est une affaire de famille dans de nombreux cas. Et il faut préciser que c'est vrai que durant la campagne électorale de 2014, il n'était pas question, du moins publiquement, que Pravin Jugno remplace son père au poste de Premier ministre. D'ailleurs, c'était même un argument de campagne de l'opposition, de l'actuelle opposition, que de dire que, en fait, en votant Sir Anerout Jugno, les Mauriciens votaient en fait pour l'accession au poste de Premier ministre de son fils. L'opposition demande d'ailleurs à ce que des élections législatives anticipées soient organisées en cas de départ du Premier ministre. Un scénario qui a peu de chances de se réaliser. D'après la Constitution mauricienne, c'est bien au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale que revient la succession. Il y a un chef clair parmi les partis du gouvernement, de l'alliance du gouvernement. Ce chef, qui a la supériorité numérique de son côté en termes de députés, c'est Pravin Jugno. Il se trouve que le Premier ministre accepte depuis quelque temps, et montre d'ailleurs beaucoup de signes d'essoufflement et de fatigue, et donc accepte le fait qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son mandat. Donc, logiquement, politiquement, mais aussi constitutionnellement, Pravin Jugno est de facto celui qui semble être le mieux à même
d'assumer cette fonction. Pravin Jugnauth est le leader du mouvement socialiste militant, principal parti de l'alliance Le PEP au pouvoir depuis le 10 décembre 2014. Une alliance dont il aurait aujourd'hui l'entier soutien pour accéder au poste de Premier ministre. Alfred, accéder au poste de Premier ministre, accéder au poste de Premier ministre sans passer par des élections, c'est peu courant, mais c'est possible à Maurice, la Constitution le permet. Je pense que ce n'est pas seulement à l'île Maurice. Quand on a, disons, un parti qui domine, qui est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, et s'il y a le Premier ministre qui part pour une raison ou une autre, c'est le même parti majoritaire qui doit remplacer, parce qu'il faut avoir la majorité des députés pour voter les lois au niveau de l'Assemblée nationale. À l'île Maurice, bon, disons que c'est un système assez particulier, parce que c'est un système où il y a un président, le président qui agit comme si c'était, je dirais, même comme un roi, parce qu'il n'entre pas dans la gestion du pouvoir. C'est le Premier ministre qui gère le pouvoir, le gouvernement. Et de ce fait, son père s'en va. Et finalement, c'est le fils qui est le responsable de son parti au moins de l'Assemblée et qui devient Premier ministre, en attendant, au moins pour terminer la législature de son père. Djemal, quelle appréciation faites-vous de ce mode, de ce système de gouvernance qui est quasi dynastique? Est-ce conforme finalement aux principes démocratiques? On n'a pas beaucoup de leçons, nous, autres subsahariens, à donner des leçons à donner aux Mauriciens, franchement. C'est un pays, je veux dire, sur ce qui se passe là, politiquement et juridiquement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, nous sommes dans un régime parlementaire, il y a une majorité qui peut remplacer un Premier ministre, c'est classique. La difficulté est ailleurs, c'est que nous avons des familles, c'est un système qui est une espèce d'oligarchie féodale qui se partage le pouvoir, elle ne va pas au-delà, tout ça se fait sous un habillage, ou même une réalité démocratique qui n'est pas contestable. Cela dit, la réalité des choses, c'est que nous avons une oligarchie ou une espèce de féodalité politique, démocratique, qui dirige ce pays, pour lequel, encore une fois, nous n'avons pas de leçons à donner. Son indice de croissance est d'une insolence telle que nous ne pouvons que nous taire. La situation économique et les succès économiques sont tels. Après, il y a le revers, c'est-à-dire que la combinaison de la démocratie et du succès économique ne sont pas tellement évidents. La Chine nous a montré que ce n'est pas vrai, l'île Maurice nous le confirme. L'idée d'imaginer qu'un Premier ministre vient d'être condamné à 1 an de prison et qu'il va devenir Premier ministre, circuler, il n'y a rien à voir, tout va très bien, n'est pas non plus une chose tellement compatible avec la démocratie. Mais enfin, l'île Maurice a des succès tels qu'on lui pardonne finalement tout, y compris des choses qui peuvent paraître invraisemblables, en tout cas dans un grand pays développé. Monsieur Khan, vous partagez ce point de vue? Bon, je le partage effectivement parce que l'île Maurice, quand même, en Afrique, c'est connu comme un pôle de croissance. Et puis, il y a une stabilité quand même politique qui est là-bas. Il n'y a pas généralement ce qui se passe dans le continent parce que ça, ils sont insulaires, c'est une île. Ce qui se passe là-bas quand même nous dit que c'est un pays stable, c'est un pays qui a une croissance qui est appréciable. Cependant, il faudra quand même souligner que la jeunesse mauricienne doit se réveiller pour qu'il y ait un changement notoire parce que c'est les mêmes familles qui règnent, qui gravitent autour du pouvoir depuis 68. Et ça, ce n'est pas normal. Je crois que la classe politique doit se renouveler et puis c'est quelque chose qu'il faut souhaiter pour l'île Maurice. Alors, l'opposition mauricienne dénonce une escroquerie électorale et propose 3 options. Soit on organise des élections législatives anticipées, soit on choisit le vice-premier ministre donc pour succéder au chef du gouvernement sortant, soit on laisse la présidence de la République désigner son successeur. Gratien, quelle est selon vous la meilleure option? La meilleure option, c'est vrai que la présidente de la République désigne le successeur, mais avec l'accord du parti majoritaire, parce qu'il va y avoir un problème politique si, disons, on s'achemine vers autre solution. Mais en même temps, il faut respecter la Constitution. C'est la Constitution qui le dit ainsi. Ce n'est pas parce que c'est le fils du Premier ministre qu'il ne doit pas accéder à ce poste. Disons que l'île Maurice est un pays très stable. Quel que soit, il y a 3 familles qui dominent, la famille Bérenger, Ramanglouan et cette famille de Jonathan. Donc on ne peut pas dire que ce sont des familles qui sont là, qui ont des partis politiques, comme on l'a vu aux États-Unis avec les familles Bush et les autres.
Et à l'île Maurice, on constate que finalement la politique, disons, n'intéresse pas beaucoup vraiment au niveau de la succession, au niveau de la bataille politique en soi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les affaires. Il y a des répartitions au niveau des clans, autre chose. Disons, c'est une histoire assez acceptée. Donc, ça serait difficile vraiment de prendre d'autres solutions. Merci Gracien. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.